Les vacances de fin d'année approchent et avec elles, les questions qu'on peut se poser en matière de placement et d'investissement à réaliser avant le 31 décembre 2025. Ça tombe bien, c'est le sujet de cette émission dans Smart Patrimoine. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir sur le plateau Simon Fabre tout d'abord. Bonjour Simon Fabre. Bonjour. Vous êtes fondateur de Roseau Patrimoine, mais aussi associé de Kaolin. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Cédric Marc. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant de Patrimonio Finance. Alors on fait cette émission 2 semaines avant la fin de l'année pour se poser un peu la question des placements, investissements qu'on aurait pu vouloir faire cette année mais qu'on avait un petit peu oublié et qui vaudrait mieux faire avant la fin de l'année, notamment pour des raisons fiscales, mais pas que. Simon Fabre, si je commence avec vous, une question large. Quels placements, quels investissements faire avant le 31 décembre 2025 ? Si ça correspond à sa stratégie, bien sûr. Alors voilà, merci de le préciser Nicolas. Effectivement, bien qu'on soit en fin d'année et qu'il puisse y avoir pour certains investisseurs un caractère d'urgence, je pense que tout le monde sera d'accord. Une bonne stratégie patrimoniale, ça se pense en amont. D'accord. Après, pour ceux qui ont déjà établi une stratégie, qui ont déjà de bons conseils, effectivement, on n'oubliera pas, notamment en cette fin d'année, le plan d'épargne retraite qui va permettre d'avoir un avantage à la souscription, puisque le versement qui est fait permet de déduire ce montant de versement sous réserve d'un certain nombre de conditions et de plafonds notamment. On ne va pas tout détailler aujourd'hui pour ne pas perdre nos auditeurs, mais on a un avantage puisque ce montant est déductible du revenu global imposable. Bien sûr. Et donc génère directement une économie d'impôt égale à mon montant versé fois ma tranche marginale d'imposition. Donc si je veux une économie d'impôt en 2026 sur les revenus de 2025, il faut que je fasse un versement PER avant la fin d'année 2025. Avant la fin d'année 2025. Si j'ai prévu de préparer ma retraite avec un PER dans ma stratégie. Effectivement, c'est tout à fait ça, tout en gardant encore une fois la notion de stratégie globale, puisque cet outil, le PER, est soumis aux évolutions législatives. Là, il a été dans les dernières discussions, alors tout n'a pas été adopté, pas mal dans l'œil du cyclone sur les conditions de sortie. Il serait, puisqu'il faut quand même que la loi soit promulguée, un petit peu soumis à des évolutions sur sa sortie, puisqu'on a normalement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale une hausse prévue sur les prélèvements sociaux. Donc forcément, la stratégie, vous voyez, ce qu'on fait aujourd'hui aura des impacts plus tard. Ce qui a été fait hier par les clients a des impacts aussi aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de précipitation, mais c'est vraiment le bon outil, ce versement sur le PER. On pensera également sur la gestion patrimoniale d'un portefeuille, où là, on peut agir un peu plus rapidement. Oui. L'année, vous en avez fait le point juste avant, a été plutôt bonne sur les marchés financiers, mais tout ne s'est pas toujours bien comporté. Il y a aussi des sujets de points d'entrée. Certains clients peuvent avoir des moins-values latentes sur des actifs. Ça peut être le bon moment de les arbitrer, de constater des pertes. Effectivement, c'est jamais agréable. Mais si on a constaté des gains en face, on va neutraliser sur les plus-values mobilières la base taxable, puisque mes gains sont compensés par mes pertes. Et en fait, sur ma partie gain, je viens économiser mon effet fiscal. Et ça me permet de réarbitrer, réallouer peut-être mes actifs et peut-être verser ces sommes justement sur mon plan d'épargne retraite. Avant le 31 décembre, allez vérifier si vous n'avez pas des moins-values qui peuvent venir compenser certaines plus-values et arbitrer ces moins-values. C'est ce que vous nous dites. Et effectivement, on a souvent tendance, c'est le réflexe des investisseurs, de prendre ses gains. On a plus de mal parfois à accepter ses pertes, mais c'est aussi une bonne stratégie, une bonne gestion patrimoniale de savoir réallouer ses actifs dans des moments où les décisions ont été un peu moins porteuses, un peu moins bonnes, et donc de pouvoir finalement minorer l'effet fiscal sur certains gains. Cédric Marc, même question avant le 31 décembre. Que faire avec un caractère urgent ? Encore faut-il que ça corresponde à sa stratégie patrimoniale toujours. Bien sûr, en fait, il y a une première remarque en complément de ce que vient de dire Simon, c'est que on est à 15 jours de la fin d'année, oui, avec probablement un acquis, c'est que la loi de finances pour 2025, elle ne sera pas remise en cause. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il faut essayer de faire un maximum de déduction et de réduction. Pourquoi ? Parce que la loi de finances pour 2026, c'est pas gagné qu'elle soit signée avant la fin d'année. Donc en fait, donc on ne sait pas où on va avant même que donc de commencer. Faut faire un maximum. Faut faire un maximum. Donc en complément de ce qui a été dit par Simon en allant chercher des déductions, je pense que c'est intéressant aussi d'aller chercher en fin d'année des réductions sur différents supports.
Girardin industriel, parce que ça vous permet d'avoir une réduction d'impôt jusqu'à 40 909 €. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est risqué aussi, mais ça explique aussi la réduction fiscale. Exactement. Et puis là où je voudrais en fait insister, c'est parler aussi de tout ce qui va être investissement dans des jeunes entreprises innovantes, ces fameuses JEI ou des jeunes entreprises innovantes de rupture, JEIR, qui permettent d'aider et de promouvoir ces jeunes entreprises françaises sur certains secteurs. Par exemple, je suis très impliqué dans l'autonomie stratégique et dans l'univers de la défense. C'est un sujet qui n'est pas qu'à la mode, mais c'est un sujet qui est, je pense, très important. Et il faut aider ces jeunes entreprises de la base industrielle technologie et de défense. Il y en a 4500 en France qui ont besoin de fonds de roulement, qui ont, compte tenu de l'augmentation sur la loi de finances sur 2025 et 2026, a priori, il y a un consensus, c'est qu'effectivement, le budget de la défense va augmenter. Et donc, ces sociétés-là, elles ont des demandes, elles ont des commandes, mais elles n'ont pas forcément les moyens de produire. Donc, il faut les aider, les financer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que d'ici la fin d'année, vous avez la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est hors plafonnement des niches fiscales. D'accord. Ça, c'est super important. Parce qu'on parle de souveraineté? Ou c'est parce qu'on parle de JEI? Non, parce que de JEI, de jeunes entreprises innovantes ou de JEIR. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, dans une limite de 150 000 pour les JEI, vous avez une réduction d'impôt de 30% d'impôt. Et dans la limite de 100 000 € pour un couple à chaque fois, vous avez la possibilité d'avoir une réduction d'impôt de 50% d'impôt pour des jeunes entreprises innovantes de rupture. Ça veut dire que si vous allez chercher une déduction, vous diminuez votre revenu imposable. Vous allez chercher une réduction d'impôt diverses dans le plafond. Vous avez aussi la possibilité de cumuler avec une réduction d'impôt au titre des JEI, JER, tout en servant l'effort de ces jeunes entreprises qui en ont besoin. Qui dit jeune entreprise innovante dit forcément placement risqué. Comment est-ce qu'on adresse le placement? Est-ce qu'on diversifie dans les jeunes entreprises innovantes qu'on choisit? Est-ce qu'il y a des fonds? Comment on fait? Moi, je suis impliqué dans une SIBA, dans une société d'investissement de business angels. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une gestion collective avec les différents porteurs de parts. On est 150 dans une SIBA. Et d'instruire le dossier, de savoir dans quoi on investit, et puis de partager avec d'autres investisseurs qui sont des sachants dans ce secteur d'activité, pour pouvoir, aider les entreprises, et puis espérer avoir un retour sur investissement extraordinaire. Espérer, bien sûr. Simon Fabre, je rebondis sur un point, on fait cette émission effectivement 2 semaines avant la fin de l'année. Il y a la date du 31 décembre qui marque effectivement l'année fiscale, et il y a aussi l'incertitude fiscale, ou en tout cas du budget à venir. Est-ce que ça implique aussi dans sa stratégie de se dépêcher, comme nous dit Cédric Marc, de profiter de ce qui est sûr par rapport à l'incertitude de ce qui sera potentiellement décidé demain? Alors, effectivement, dans la stratégie, il faut savoir prendre du risque pour pouvoir espérer du rendement. C'est le couple éternel que l'on connaît, mais il faut savoir prendre du risque mesuré, ou en tout cas diversifié. C'est ce que disait Cédric. Et la sélection de ces actifs ne se fait pas un matin en se réveillant, en se disant « Tiens, demain matin, j'ai entendu Simon et Cédric chez Nicolas, et je vais investir dans la première entreprise qui passe. » On parle quand même d'une expertise et d'une sélection d'actifs. Pour se rassurer, effectivement, on va devoir prendre certains produits aussi plus sécurisés, plus sécurisants, en les figeant aujourd'hui. Il y a encore, sur l'année 2025, des produits aujourd'hui qui sont proposés, notamment avec des produits structurés, qui peuvent permettre de figer des conditions de rémunération, des conditions, des règles de jeu. Vous en avez déjà parlé maintes fois sur votre plateau avec différents experts, qui pourraient être assez sécurisées, assez intéressantes, avec un couple rendement de risque qui risque d'être plus opportun avant le 31 décembre qu'au cours de l'année 2026, parce que la situation budgétaire de la France amène un peu d'instabilité, que la rémunération du taux sans risque sur un certain nombre de supports, on le voit bien, et vous en parlerez, notamment sur l'éternel livret A, qui est un peu le référentiel d'un certain nombre d'investisseurs. On voit que tout ça, ça diminue. Si ça diminue, c'est que la rémunération sans risque, de manière générale, diminue.
Et donc, les placements vont être corrélés à tout ça. Donc, ça peut être là, intéressant on sort de du sujet fiscal, mais plus effectivement impact du contexte économique à venir sur les placements et donc potentiellement profiter des conditions de fin d'année, voilà, c'est ça ? Pas forcément attendre le premier trimestre de l'année prochaine ou premier semestre, qui présenterait certainement potentiellement des conditions de rémunération sur des produits d'ordre moins risqué, qui seraient moins intéressantes. On pense à l'obligataire, on pense à ces différents supports, avec en parallèle, par contre, un certain nombre de besoins sur des produits plus risqués, les jeunes entreprises, le private equity de manière générale, qui va avoir de plus en plus besoin de financement dans un certain nombre de secteurs. Et donc là, par contre, une stratégie qui, encore une fois, c'est ce que vous disiez en introduction, Nicolas, la stratégie patrimoniale s'inscrira dans le temps long. Et sur le PER, évidemment, ça va être compliqué pour ceux qui n'avaient rien prévu de verser aujourd'hui, parce qu'on est déjà à 2 semaines de la fin d'année. Bien sûr. Si le plan n'est pas ouvert, encore une fois, ça risque d'être plus compliqué. Cédric Marc, alors effectivement, il y a profiter des conditions actuelles pour quand on anticipe que celle-ci pourrait être moins bonne l'année prochaine. On a parlé de déduction, on a parlé de réduction. Il y a aussi les traditionnels présents d'usage qu'on peut faire à certains moments de l'année, notamment au moment des fêtes. Ça, c'est le moment, là. Ouais, c'est... Là, faut en profiter quand même. Même si ça n'a pas été remis en cause. Non, mais ils doivent être déclarés maintenant sur une plateforme en ligne. À partir du 1er janvier, mais déjà, néanmoins... Non, le présent d'usage, j'ai lu ça hier soir. À mon avis, il ne va pas être déclaré parce qu'il n'a pas besoin d'être déclaré parce qu'il n'était pas déclarable. Voilà. C'est ce que j'ai lu hier soir. D'accord. Ah oui, c'est des dons manuels. Voilà, exactement. Oui, c'est des dons manuels, pas les présents d'usage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas évoquées qui seraient intéressantes de regarder avant le 31 décembre ? Dans l'inventaire à l'après-vert, et on fait ça, dans un espace-temps qui est très réduit. Bien sûr. Un petit mot sur l'IFI. Peut-être que moi, j'aime bien investir dans les forêts, les groupements forestiers. Les GFI, groupements forestiers d'investissement. Ou groupements fonciers forestiers. Pourquoi ? Parce que là, sous l'angle, je ne parle pas de réduction d'impôt, parce qu'on est limité à 18% sur 100 000. On peut aller chercher d'autres réductions, y compris dans le gilet radin. Moi, j'ai plutôt envie de parler avec vous sur la partie IFI, parce que IFI ou transmission, mais là, je me concentre principalement sur l'IFI. Vous avez quand même un abattement de 75%. Sur un actif qui est pas mal, en fait, parce qu'il fait, sur 15 ans, il fait à peu près 5,40 de performance avec chaque année. D'accord. C'est pas mal, pas mal, avec une volatilité qui est, j'ai les chiffres en tête, 2,39 sur 15 ans. Donc c'est pas mal, voilà. Ouais. Donc l'investissement dans les forêts, d'ici la fin d'année, ça permet effectivement d'avoir un abattement de 75%. Et puis, c'est un sujet qui n'est pas très gai, mais en cas de décès, les forêts, c'est un abattement de 75%, et là, sans limitation de montant. Donc pour les personnes très riches, l'actif de la forêt, c'est quelque chose qui peut être intéressant à privilégier. Merci à tous les deux. Merci Cédric Marc, gérant de Patrimonio Finance. Merci Simon Fabre, fondateur de Roseau Patrimoine et associé de Kaolin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.